Alors, je suis une passionnée de plantes, je suis une voyageuse, je suis une autrice, j'ai une formation en biologie, en communication scientifique. J'ai commencé à m'intéresser aux plantes au cours de mes études, puisque j'ai fait des études de biologie. Donc forcément, il y avait des cours de biologie végétale. Et puis, j'ai commencé à travailler dans différentes structures, notamment un centre, mon stage, c'était un centre d'écologie au Canada. Donc là, avec une nature quand même assez exceptionnelle. J'ai travaillé dans un petit musée sur les insectes, dans une réserve naturelle en Suisse, puis dans un grand jardin botanique. Et donc là, forcément, j'ai pu découvrir aussi beaucoup de choses sur les plantes. Et puis comme c'est un univers très vaste, assez fascinant, on en apprend tous les jours et finalement, c'est assez infini, l'étude des plantes. Au départ, les plantes qui ont des couleurs vives ou des parfums intéressants, c'est un moyen à la plante de mieux assurer sa reproduction en attirant les insectes, puisque les insectes sont capables de voir des couleurs que nous, on ne peut pas forcément percevoir. Parfois, elles voient la même chose, parfois des choses un peu différentes. Et par ces couleurs, la plante permet donc d'attirer les pollinisateurs, hein, ça peut être des mouches, des papillons, des coléoptères, enfin différentes sortes d'animaux, hein, même aussi des petits mammifères comme des chauves-souris. Donc c'est assez vaste, hein, le monde des pollinisateurs. Les odeurs, c'est pareil, et c'est une notion assez relative, hein, parce qu'il y a des choses qui peuvent sentir bon pour nous et moins bon pour un insecte ou un animal. Et réciproquement, hein, on a des plantes qui sont très mauvais, mais que certains insectes vont beaucoup apprécier. C'est des caractères qui ont été acquis au cours de l'évolution, qui donnent des avantages à certaines plantes. Une plante peut-être qui a un certain parfum va mieux attirer certains insectes, va mieux être pollinisée et avoir plus de chances ensuite de survivre, de se disséminer dans la nature. Il y a des partenariats dans la nature qui sont absolument étonnants et originaux. Dans le monde des plantes carnivores, justement, on a beaucoup d'exemples parce que ce sont des plantes absolument incroyables. On a l'exemple d'un Nepenthes, donc une plante originaire de Bornéo, notamment une qui s'appelle Nepenthes bicalcarata, qui est d'ailleurs très étonnante parce qu'au niveau de sa feuille, donc elle est transformée en urne et sur la partie supérieure, ça forme comme deux gros crocs. Donc là, ça fait vraiment peur, entre guillemets. En fait, c'est pas du tout des crocs, ce sont des organes qui vont permettre la sécrétion de nectar pour attirer des insectes. Et là, on a une association qui est très étonnante, qui s'est développée avec une fourmi, Camponatus schmidtsi. Donc c'est vraiment une espèce bien particulière, c'est cette fourmi-là et pas une autre. Et on a une forme de mutualisme qui s'est développée, c'est-à-dire que la fourmi, elle est très contente d'être en lien avec cette plante, puisque déjà elle va se nourrir de son nectar, donc elle va trouver délicieux, donc c'est très bien pour elle. En plus, elle va carrément être hébergée dans la plante, hein. Elle va faire comme des petits trous, se mettre à l'intérieur des tiges et vivre à l'intérieur. Donc elle a le gîte et le couvercle gratuit. Donc c'est quand même sympa. Mais en échange, elle va quand même voilà, payer son loyer, si je puis dire. Elle va essayer d'apporter quelque chose à la plante. C'est plusieurs rôles qu'elle peut avoir, cette fourmi. Elle va faire garde du corps, déjà. Parce qu'il peut arriver que d'autres animaux, comme des petits charançons, viennent attaquer la plante pour s'en nourrir. Les fourmis ont aussi un rôle particulier de femme de ménage, parce qu'elles nettoient bien les feuilles, elles nettoient les urnes, ce qui va faire que les bords des urnes, des pièges, donc, sont très glissants. Et quand d'autres insectes viennent se poser dessus, hop, ils vont se casser la binette et tomber dans la plante et se faire piéger. Et puis, elles vont aussi nettoyer les cadavres de proies qui sont un petit peu en excès, pour éviter qu'il y ait trop d'ammoniac, que tout ça, ça pourrisse à l'intérieur. Comme l'association se fait vraiment jusqu'au bout, la fourmi qui vit en lien avec la plante, elle va faire des excréments. Ces excréments vont tomber dans la plante et la nourrir. Et pour aller vraiment au bout du bout, la fourmi va finir par mourir et son cadavre va permettre de nourrir carrément encore la plante. Donc voilà, c'est un exemple quand même assez extraordinaire d'interaction entre une plante et un animal. On découvre des nouvelles plantes depuis, j'allais dire depuis toujours, hein, depuis que les êtres humains existent et se déplacent dans la nature, ils consomment des plantes, hein. On a commencé à s'intéresser à la botanique, on va dire en tant que science, en tant que savoir. On peut penser à des gens comme Pline l'Ancien, là, qui ont 2000 ans, qui ont commencé à faire des catalogues de plantes. Il y a eu un peu le Moyen Âge où là, on s'intéressait énormément aux plantes médicinales, puisqu'on se soignait avec les plantes, hein, donc les gens s'intéressaient, testaient les plantes comme médicaments. Et puis, c'est vraiment à la Renaissance qu'on a vraiment commencé à classer plus les plantes. Et puis alors après, c'est au XVIIIe siècle que là, c'est vraiment l'essor des grandes explorations botaniques autour du monde. Là, on découvre une flore incroyable qu'on ne connaissait pas en Europe. Quand je dis on découvre, c'est un point de vue très occidental, très centré, puisqu'évidemment, dans un certain nombre de pays, les populations locales connaissent
leur flore depuis très longtemps et la connaissent très bien et l'utilisent depuis des siècles et des siècles. J'ai écrit un bouquin dessus d'ailleurs aussi, L'aventure extraordinaire des plantes voyageuses, où je donne quelques exemples de grands explorateurs qui sont partis dans des conditions parfois difficiles, hein, parce qu'ils partaient, souvent ils ne revenaient pas, ils risquaient leur vie, mais voilà, il y avait une soif de savoir, de connaissances, on partait en expédition et on ramenait des végétaux qui ont commencé à enrichir les grands musées, les grandes institutions, comme le Muséum d'histoire naturelle à Paris, il y a Kew Garden à Londres. Ça continue. On découvre toujours des nouvelles espèces. Alors, peut-être moins qu'à une certaine époque où quand les gens partaient, tout était nouveau. Donc, 100% des espèces découvertes, c'était des nouveautés. Maintenant, il y en a forcément un petit peu moins, mais il y en a toujours, notamment dans les régions tropicales qui sont extrêmement riches ou dans les régions moins accessibles où les gens ne sont pas trop allés, donc forcément, et on connaît moins. Il y en a de moins en moins d'ailleurs, malheureusement. Alors avant, c'était de l'observation visuelle, hein, à la loupe. Maintenant, il y a la biologie moléculaire qui fait qu'on arrive, du coup, séquencer les plantes et savoir vraiment si c'est des familles similaires ou complètement différentes. Voilà, mais en tout cas, on découvre encore de nouvelles espèces, hein, j'ai envie de dire heureusement. Et malheureusement, le problème inverse, c'est qu'avec la destruction aujourd'hui de plus en plus importante des milieux naturels, de plus en plus d'espèces disparaissent, souvent même avant qu'on les ait découvertes. Quand une plante est découverte, il va falloir la décrire. Donc, les botanistes vont faire une description, collecter la plante, la mettre en herbier. Ça permet d'avoir un échantillon de référence. Sur une planche d'herbier, on met toujours la date de récolte, le lieu de récolte. Ça, c'est très, très important. Et puis, il y a l'échantillon de base qui a servi à décrire une nouvelle plante, qui s'appelle le type, qui est vraiment la référence qu'on va garder, avec le nom du botaniste qui l'a collecté, le nom du botaniste qui l'a décrit, ça peut être une personne différente. Souvent, on va donner un nom en français, voilà, quand on parle entre nous, on va dire ça, c'est une pâquerette. Les gens ont une vague idée de ce que c'est qu'une pâquerette, jusque-là, ça va bien. Après, quand on rentre dans des choses plus précises, on va donner, bien sûr, un nom latin, ça c'est essentiel, que ce soit une plante ou un animal, c'est le langage universel. Et donc, on a toujours un nom de genre, un nom d'espèce, qui peut arriver, qu'il y a des changements de nom, des changements de nomenclature. Et puis, il y a ce qu'on appelle après des synonymes. C'est-à-dire que des fois, on peut avoir deux noms différents pour la même plante, mais il y en a un qui est valide et il y en a un qui est un ancien nom. Parce qu'un autre botaniste savait pas qu'elle avait déjà un nom ou que c'était la même espèce. Enfin, voilà. Donc, on a parfois des noms qui restent en synonyme parce que c'est important de savoir que voilà, on connaissait déjà la plante sous un autre nom. En tout cas, c'est toute une procédure. Et puis, il y a ce nom latin. Alors, comment après on nomme la plante en latin? Alors, il y a plein de possibilités. Si c'est un nom d'un genre qui existe déjà, voilà, on reste dans ce nom de genre. Après, le nom d'espèce, ou si c'est un nouveau genre, ça peut être d'après, par exemple, la morphologie de la plante. Il y a pas mal de possibilités. Souvent, c'est en hommage à quelqu'un. C'est pas un botaniste qui s'auto-nomme sa plante en son hommage à lui-même, hein. Ça se fait pas trop. Mais par contre, ça peut être en hommage à quelqu'un, à un collègue ou à un grand botaniste ou à une personnalité. Je crois qu'il y a une mousse, une fougère, je sais plus, qui a été nommée en hommage à Lady Gaga. C'est original. C'était peut-être aussi un moyen de communication pour parler autrement de botanique, ce qui n'est pas inintéressant, hein, pour rendre la botanique aussi populaire. C'est ce que je fais d'ailleurs en parlant des plantes dans le cinéma, hein. Comment parler de botanique, qui est une science qui plaît beaucoup parce que les fleurs, c'est sympa, mais qui aussi peut être ardue. Là, c'est par la culture populaire qu'on peut parler des plantes autrement. Donc voilà, il y a plein de possibilités. Est-ce qu'on peut dire qu'une plante est intelligente? Alors ça, c'est la question un petit peu à la mode. Il y a eu des ouvrages sur ce thème. Déjà, qu'est-ce que l'intelligence? Alors ça, c'est une bonne question, hein. On peut demander à un humain qu'est-ce que l'intelligence? Il y a plein de formes d'intelligence, bien sûr. Disons que l'intelligence, ça peut être comment répondre de manière pertinente à son environnement, hein, comment être capable de s'adapter à une situation, en fait. Voilà. Et donc la plante, dans une certaine mesure, elle est capable de réagir à un certain nombre de contraintes environnementales. Elle est capable de se protéger. Elle a des mécanismes de défense, par exemple, hein. J'explique aussi l'exemple de certaines espèces. Ça, c'est dans un autre livre, d'ailleurs, qui s'appelle Mauvaise graine, où je parle des plantes toxiques et les plantes méchantes, entre guillemets. Alors, ça, c'est un terme très anthropomorphique. Évidemment, il n'y a aucune plante méchante. Dans la nature, les plantes ne sont ni gentilles ni méchantes, hein. Elles sont ce qu'elles sont. Mais si certaines plantes sont toxiques, ce n'est pas volontairement pour tuer quelqu'un, pour empoisonner quelqu'un, c'est pour elles un mécanisme de défense. Et c'est quelque chose qui s'est fait au cours de l'évolution. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'elles sont intelligentes? Elles se lèvent pas le matin en disant, oh bah tiens, moi j'ai une bonne idée. Si j'étais un peu plus toxique, je pourrais mieux m'en sortir dans la vie. Non, la plante, elle réfléchit pas en fait, hein. C'est des mécanismes qui ont été acquis au cours du temps, sur des durées parfois qui peuvent être assez rapides et parfois très très longues, qui leur permettent d'être capables de faire un certain nombre de choses. Mais c'est pas une intelligence volontaire, c'est pas une décision. Disons qu'on peut pas la comparer à l'intelligence humaine. Et ça, c'est en ça d'ailleurs qu'une plante est intéressante, c'est que c'est des êtres vivants complètement
différents de nous-mêmes. Je pense à une phrase de Francis Allais que j'avais entendu dire une fois que dire qu'une plante est intelligente, c'est la sous-estimer. Donc ça, je trouve ça très bien comme phrase, puisqu'en fait, la plante est capable de faire plein de choses qu'on est incapable de faire, mais réciproquement aussi. Ce sont vraiment des êtres vivants complètement différents. C'est ça qui est assez extraordinaire avec les végétaux, c'est un autre univers. Alors déjà, elles sont quand même capables de faire quelque chose d'extraordinaire qui les caractérise, c'est qu'elles font de la photosynthèse. C'est-à-dire qu'elles fabriquent toutes seules leur propre matière. N'importe quel animal est obligé de manger de la matière pour fabriquer sa propre matière. La plante, avec la photosynthèse, elle la fabrique toute seule. Elle prend l'énergie lumineuse, elle prend l'eau, elle a des organes voilà, qui s'appellent les chloroplastes, et puis elle va fabriquer sa propre matière organique, et donc elle va grandir toute seule sans avoir besoin de consommer, entre guillemets, un autre être vivant. Donc ça, c'est déjà quelque chose quand même d'assez incroyable qui nous distingue complètement du monde végétal. Elles ont des façons de percevoir, de sentir, de communiquer même, qui sont différentes de nous, hein. Alors ça, c'est quelque chose dont on parle aussi pas mal, la communication chez les plantes. On sait que certaines espèces, lorsqu'elles sont attaquées par des prédateurs, elles vont fabriquer, par exemple, des molécules qui vont attirer les prédateurs de leurs prédateurs. C'est assez extraordinaire comme mécanisme de défense. Après, il y a des choses qu'on découvre de plus en plus. Là, j'avais lu une étude, alors bon, c'est encore à travailler, mais que certaines plantes pouvaient entendre, entre guillemets, alors elles n'ont pas d'oreilles, hein, elles n'entendent pas comme nous, mais qu'avec la forme parabolique de certaines plantes, des plantes qu'on appelle les onagres ou les zoonotères, il y a des études qui ont été faites, notamment à l'université de Tel Aviv. Les chercheurs ont vu que quand on reproduisait les battements d'ailes d'un papillon, par exemple, ou les vibrations d'une abeille, la plante réagissait parce qu'elle l'entendait, entre guillemets, et elle fabriquait plus de nectar. À nouveau, la plante est un être vivant différent qui est capable de faire des choses qu'on ne sait pas faire et réciproquement. Pourquoi est-ce que c'est si important de préserver notre écosystème naturel? Pour plein de raisons. Évidemment, on est beaucoup plus heureux d'aller se promener dans une ville où il y a un maximum de nature, de parcs, de jardins que dans un monde bétonné. Aller faire des randonnées en montagne où on va trouver des tas d'espèces vivantes différentes, évidemment, c'est toujours mieux que voilà. Bon, ça c'est le côté, on va dire, plaisir. Mais après, il y a des choses fondamentales d'avoir des équilibres entre les espèces, en fait. Si on rapporte ça à l'humain toujours, c'est que les espèces, on en a besoin pour se nourrir, pour se soigner. C'est des équilibres, en fait. Si on voit un petit insecte moche qui n'a aucun intérêt pour une personne, on peut dire on s'en moque. De toute façon, qu'il y ait une mouche de plus ou de moins, ça va changer quoi? Sauf que cet insecte-là sert peut-être, entre guillemets, de nourriture à un autre animal, qui lui-même sert de nourriture à un autre animal. Enfin, c'est le principe des chaînes alimentaires. Et donc, si on a un tout petit bouleversement à un moment donné, bah, qu'est-ce qui va se passer? Tout va s'écrouler. Hein, tout l'équilibre va être perturbé. Alors, il y a évidemment des espèces qui s'adaptent, qui vont se nourrir d'autres choses, etc. Puis d'autres qui s'adapteront pas. J'ai cité l'exemple tout à l'heure d'une symbiose entre une plante carnivore et une fourmi. Bah, si cette fourmi disparaissait complètement, que deviendrait la plante? Et réciproquement. Hein, donc, il y a vraiment des espèces qui vivent en interaction entre elles et qui ont besoin les unes des autres. Et donc, chaque espèce a un rôle fondamental dans la nature. Je pense aux pollinisateurs, hein, à nouveau. Alors, tout le monde n'aime pas les moustiques, tout le monde n'aime pas les abeilles, ça pique, tout le monde n'aime pas les frelons, ça pique. Bon, mais en dehors de ça, ce sont des pollinisateurs. Hein, et puis, d'avoir nos frelons chez nous, c'est important de les protéger puisqu'ils peuvent justement attaquer d'autres espèces de frelons exotiques, par exemple. Enfin, voilà, donc c'est important de garder ces, entre guillemets, ces équilibres, même si tout évolue, hein, tout n'est pas figé, le monde vivant ne fait que ça évoluer. Après, c'est important à nouveau pour nous, hein, on parle de la valeur maintenant des écosystèmes. Alors c'est important par rapport au changement climatique. Ah, évidemment, si on détruit les forêts, bon, on sait très bien que ce sont des moyens de lutter contre les changements climatiques, les baisses de température. Hein, dans les zones où on a de la forêt, bah, il fait moins chaud. Là, on sait que ça va être de plus en plus catastrophique. On le voit de plus en plus, des problèmes de météo quand même assez dramatiques un petit peu partout dans le monde. Garder ces espaces naturels, ça équilibre un petit peu tout ça. Je peux citer l'exemple des zones côtières avec les mangroves, par exemple. Hein. Les mangroves, alors au départ, les gens n'aimaient pas trop parce que bah, c'est plein de moustiques, de bestioles, tout ça. Mais en fait, les mangroves, c'est vraiment des zones tampons. Ça évite les inondations, ça protège les côtes. C'est vraiment des zones indispensables. Hein. Donc, il y a beaucoup d'espèces qui ont un rôle protecteur. Voilà, donc on a une responsabilité, en tout cas, pour essayer de faire en sorte de protéger au maximum ces écosystèmes. Hein.
ce qui me semble pas complètement incompatible avec un développement de l'activité humaine, mais c'est penser le futur de manière plus intelligente, hein. On sait faire des habitats climatiques, on sait développer des moyens de mobilité plus écologiques, consommer local. Enfin voilà, il y a plein de choses simples que les êtres humains peuvent faire pour éviter d'avoir un impact trop important pour la planète sans que ce soit si contraignant que ça, hein. Notre avenir est menacé si on ne respecte pas l'ensemble du vivant. J'étais tombée dans mes recherches, hein, cette thématique du cinéma, sur les travaux d'une chercheuse du muséum qui s'était intéressée aux films d'animation pour les enfants, notamment les Walt Disney, ce genre de films, qui avait constaté qu'au cours des dernières années, on voyait de moins en moins apparaître d'animaux et de plantes dans les dessins animés, ce qui était quand même assez triste. Bon, après, si les enfants vont les voir dans la nature, c'est encore mieux. Mais en même temps, c'est un peu un ensemble, puisque bah, les enfants, quand ils sont petits, ils sont très, très curieux. Ils adorent les bestioles, ils adorent les plantes, même les petites bêtes moches que nous, des fois, que les humains n'aiment plus trop, bah, les gamins, ils adorent. Bah, voilà, donc tout petit, on peut leur donner envie de découvrir le monde vivant. Mais si on leur montre pas déjà petit des choses qui peuvent les intriguer, leur donner d'aller les voir en plus pour de vrai et de s'y intéresser pour de vrai, bah, c'est vrai que ça peut être un petit peu inquiétant. C'est vrai que la fiction, ça peut donner envie, enfin, aux enfants comme aux adultes, hein, d'ailleurs, d'en savoir plus. Et c'est important finalement d'être mis en contact avec cette nature. Le vivant, c'est aussi c'est un peu de rêve, hein. C'est pas que de la science, hein. C'est aussi de la beauté, c'est aussi de la poésie, c'est aussi du rêve. Le monde est pas toujours très drôle, surtout en ce moment avec tout ce qui se passe un petit peu partout. Il y a des choses tellement tristes et dramatiques. Mais il y a aussi, heureusement, plein de belles choses. Et dans les belles choses, il y a encore toutes ces espèces à découvrir, le plaisir de tomber sur une petite fleur à un coin de rue, prendre le temps d'observer, d'apprécier des choses simples, finalement, du vivant qui nous entoure et qui fait du bien. Et c'est important. Voilà.